politique de la toile. Hein. Bon, je ne sais pas de quoi vous parlez. Ce que je sais, c'est que j'ai honoré certains rendez-vous, un nouveau confrère, parce qu'il faut dire que la presse mérite d'être respectée. Et voilà, j'ai été invité sur certains plateaux, comme sur la vôtre. Et j'avais pas le droit de décliner l'invitation. J'ai tenu absolument à honorer cet autre rendez-vous. Et voilà, en bousculant tout ce que j'avais à faire. Nous vous disons sincèrement merci d'avoir sacrifié quelques instants de votre agenda surchargé. On sait que depuis votre sortie de la prison, vous êtes très sollicité et certainement très engagé pour la reprise en main de votre parti, de vos activités politiques. Alors, je vous rappelle très simplement d'abord le cadre de cette émission, les grandes articulations. D'entrée de jeu, on fera une légère revue de l'actualité, un sujet marquant de l'actualité brûlante. Les grands dossiers, ce sera la deuxième articulation. On parlera de la crise du Nord et du Sud-Ouest. On parlera du MRC, votre alliance, l'avenir également. On parlera également du fédéralisme, de la décentralisation et des conflits communautaires au Cameroun et votre avenir politique avec le MPCN et surtout du côté de Njombe Pendia. À la fin, une rubrique très particulière, c'est le barbillard. Nous allons vous présenter 5 personnalités du paysage politico-médiatique également, et il vous reviendra de leur donner quelques notes et faire quelques observations. Ça vous va? Bon, écoutez, je suis là pour vous suivre, hein. J'ai pas de problème. Il m'arrive parfois de me taire sur certains points, mais bon, je suis là. Les gens me qualifient de grande gueule. Hein. Moi, j'assume ça. De toute façon, il faut en politique. Je suis en politique et je ne suis pas en football. Hein. En politique, il faut parler. Que vaut un politicien qui ne parle pas? On rappelle également que la tribune sera, l'antenne sera ouverte. On donnera les codes d'accès, le 671 59 68 10, le 694 95 67 50, le 243 59 43 18 pour ceux des auditeurs qui veulent poser des questions au président Paul-Éric Kinguet. Également, 2 répliques de 2 hommes politiques au courant de cette émission. Ils nous suivent, ils vous poseront des questions bien précises. Alors, on y va pour la première articulation. Paul-Éric Kinguet, d'abord l'actualité la plus brûlante de ces dernières 24 heures, c'est la visite du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Quelques clichés de cette visite, Paul-Éric Kinguet, c'est un président camerounais qui s'est absenté du sommet Afrique-Russie du côté de la Chine, qui a préféré rester, on suppose que c'était le cas, recevant un ministre des Affaires étrangères de la France, un ministre français qui reçoit les partis politiques, un ministre des Affaires étrangères qui était un tout petit peu recadré, on va peut-être dire, ou chatouillé par le président du JICAM qui estime que Célestin Tawamba, il faut une refondation de la relation entre le Cameroun et la France. Alors, votre regard sur cette visite de Jean-Yves Le Drian, beaucoup parlent d'un retour du paternalisme français. Vous estimez que c'était dans l'intérêt du président Biya de rester et de ne pas se rendre à Sochi pour le forum Russie-Afrique? Bon, disons que vous êtes en train de me poser une question qui m'a beaucoup choqué, sur un problème qui m'a beaucoup choqué. J'avoue que l'une des choses qui m'ont choqué, c'est le fait que le président Biya ne se soit pas rendu en Russie. On ne devrait normalement pas s'en féliciter. Vous savez, nous avons, au moment où le monde est en train de se recomposer, la Russie me semble être un partenaire classé parmi les nouveaux partenaires importants pour notre pays. Parce que les partenariats classiques, on les connaît, c'est la France, c'est la Grande-Bretagne, c'est les États-Unis. Désormais, il y a la Chine. Désormais, il y a la Chine. Bon, disons qu'on a fait la part belle à la Chine, hein, parce qu'on lui a pratiquement tout donné, jusqu'au bobolo, hein, qu'on vend dans notre pays. Vous comprenez que c'est vraiment gênant. Moi, j'ai été très très choqué que le président Paul Biya n'ait pas pris sur lui d'aller en Russie. Bon, mais maintenant, pouvait-il aller en Russie?
Voilà une autre question. Est-ce que son âge lui permet de mettre beaucoup de temps dans l'avion pour la Russie? Parce que ça aussi, beaucoup de gens font, n'est-ce pas, essayent de dire ci ou ça. Il faut savoir que les longs voyages, déjà Paris, ça prend au minimum 6 heures de temps de vol, et c'est encore un peu plus loin la Russie. Est-ce que le président Paul Biya a encore, n'est-ce pas, les énergies physiques pour rester dans un avion pendant longtemps, pendant plus longtemps que 6 heures de temps? Moi je dis, c'est difficile. N'oubliez pas qu'il sortait d'un sommet en France, et enchaîner un autre voyage aurait été certainement catastrophique pour lui, parce qu'il faut que de plus en plus de Camerounais s'habituent à se rendre compte que leur président n'a plus les capacités physiques pour diriger ce pays. Et ça, il faut que les gens le sachent. Moi, je le dis ici parce que j'attends qu'on vienne m'arrêter aux sorties de Chevaux. Le chef de l'État camerounais, M. Biya, il a 87 ans. Quand on a 87 ans, c'est pas évident de faire 8 heures de vol, 10 heures de vol. Donc il a certainement dû également prendre ça en compte pour ne pas se déplacer. Mais sauf que ça pénalise le Cameroun. Et c'est en cela qu'on lui demande rapidement de quitter le pouvoir. Parce que le Cameroun a besoin, avec tous ces problèmes que nous connaissons, le Cameroun a besoin du sang neuf. De quelqu'un qui peut faire les 4 coins du monde, en une journée, en 2 jours, en 4 jours, pour résoudre les problèmes. Plus jeune, plus dynamique. Voilà, quelqu'un de plus frais physiquement et tout. Bon, alors c'est une véritable pesanteur qui va s'accentuer. Qui va d'ailleurs s'accentuer au fur et à mesure qu'il sera là. Souvenez-vous quand les élections de 2018 se passaient, j'ai eu à certaines occasions à dire que il faut que les gens fassent très attention. C'est bien de voter un frère, c'est bien de voter un complice avec lequel on partage un certain nombre de choses, mais il faut faire très attention parce qu'il s'agira là de lui donner un mandat de 7 ans. 7 ans ajoutés à 86 ans, vous voyez que d'ici très très bientôt, il est possible que le président Paul Biya ne soit même plus visible. Parce que ce ne sera pas sa faute, ce sera la faute de la nature. C'est normal que quand on prend de l'âge, qu'on n'ait plus les mêmes forces qu'avant. Donc, d'ailleurs, vous constatez qu'il est de plus en plus invisible sur la scène, sur la place publique. Et ça va s'accentuer. Et voilà. Je crois que les Camerounais devraient prendre ça en compte en 2018. Lorsqu'il a décidé de s'approprier notre victoire, il fallait que les Camerounais lui rappellent qu'il avait l'obligation de partir. Parce que je peux vous assurer qu'on n'est qu'à la première année de ce mandat. Imaginez dès la 3e année, la 4e année. Ça va être très très difficile. Je crois que vous avez constaté également qu'au Palais de l'Unité, quand le président reçoit les gens, il y a désormais une chaise derrière. Que fait cette chaise derrière? Cette chaise est derrière pour d'éventuelles chutes. Et je dis que ça, c'est pas, on ne peut pas laisser un pays naviguer de cette manière-là. Voilà. Maintenant, pour vous répondre par rapport à l'autre point, est-ce que c'était opportun qu'il, Le Drian et autres, moi je dis qu'il faut lire l'arrivée de Le Drian ici comme, comment je veux dire ça, comme le contrôle du précaré par la France. Le Cameroun veut s'ouvrir. Mais faites attention, la France n'est pas prête à libérer, à laisser le Cameroun, qui est d'ailleurs un maillon fort de la zone CFA, qui est dans le golfe de Guinée également, qui est au carrefour du golfe de Guinée. La France n'est pas prête à céder, à laisser le Cameroun aller dans tous les sens. Mais voyez-vous, n'oubliez pas, et ça il faut le dire aux Camerounais, à la fin d'année là, presque tous les accords avec la France vont arriver à terme. C'est le moment de venir dire à M. Biya, attention, ces accords qui arrivent à terme, nous devons les renouveler. Parce que nous devons vous tenir encore sur 50 ans. Et c'est à ce moment-là donc que tous ceux qui passent le temps à présenter le président Paul Biya comme un panafricain vont voir qu'il n'est pas panafricain. C'est-à-dire qu'il va céder. Il cédera. C'est-à-dire qu'il risque encore de nous reconduire à 50 ans d'esclavage avec la France. Et 50 ans d'exploitation par la France, ça risque donc d'arriver.
Et donc, voyez en la visite de M. Le Drian, la volonté, n'est-ce pas, de venir contrôler qu'est-ce qui se passe. Et puis l'annonce du départ de M. Biya à Moscou sonnait à peu près comme une défiance. Hein. Il fallait que la France arrive rapidement, non seulement recadrer, mais rappeler que ces accords arrivant enfin à terme, en fin d'année, il faut forcément qu'ils commencent à réfléchir comment les renouveler. Mais enfin, vous avez vu également la même mise, je veux dire que la sortie du secrétaire général de la présidence de la République, suspendant la procédure de passation de la concession du terminal conteneur voilà. du port de Donc Douala. vous avez constaté que ça coïncide avec l'arrivée de M. Le Drian, ce qui est véritablement gênant, ce qui est choquant. Le président Paul Biya aurait au moins masqué ça, c'est-à-dire qu'il aurait laissé ce monsieur rentrer chez lui et puis voir si dans un mois ou deux, on pouvait suspendre cette histoire-là. Mais le faire le jour où ce monsieur est là, pendant que ce monsieur est là, montre bel et bien que M. Biya Paul n'est pas du tout ce qu'on présente. Les gens qui s'amusent à le présenter comme un panafricaniste en ont pris plein le visage. Parce que à la limite, il s'est exécuté comme un enfant du coup préparatoire. Et voyez donc que Bolloré peut aujourd'hui se repositionner et dire aux gens, vous croyez que moi, Bolloré, vous auriez dû m'enlever n'importe comment. Monsieur Le Drian est également arrivé pour ça et on a vu ce que ça a eu comme effet. Est-ce que cela est de nature à rassurer les investisseurs? C'est-à-dire qu'on avait une procédure pendant au tribunal administratif, on a engagé un contrat avec Terminal Investment Limited, une société de droit suisse, et puis rétropédalage. Est-ce que pour celle des entreprises aujourd'hui... Je vous ai dit, le Cameroun est un risque, c'est le plus gros risque d'Afrique, le Cameroun. Il est le plus gros risque d'Afrique parce qu'il a beaucoup de potentiel en Afrique, mais sauf que c'est un terrain où... on a de la peine à aller investir. Parce que pour des pesanteurs que vous connaissez, notamment le fait que la justice ne soit pas indépendante, le fait qu'au Cameroun, chacun se lève et chante son chant comme il veut, chacun fait comme il veut. C'est-à-dire qu'un matin, le secrétaire général de la présidence peut se lever et vous dire vous n'exercez plus. Un autre matin, c'est le ministre je ne sais pas quoi, des PME qui peut vous dire ce qu'il pense. Un autre soir, c'est le président de la République. Tout le monde parle au nom du président de la République. Donc, un pays qui n'est pas aussi structuré ne peut pas être un terrain où les investisseurs peuvent s'aventurer. Il n'y a que les Chinois pour investir dans ce pays. Bon, les Chinois, ils savent seuls comment ça se passe, leur conception du monde. Il n'y a que ces gens pour fonctionner ici. Or, vous savez que le Cameroun ne semble pas être en bonne entente économique en ce moment avec les Chinois, parce que nous devons beaucoup d'argent aux Chinois et les Chinois demandent dans certains secteurs le remboursement de leur argent. Le Cameroun étant donc mis pratiquement en difficulté, a même déjà des problèmes pour payer des salaires, et ça va s'accentuer. Paul Requignet, merci pour ce regard sur l'actualité. Je vous invite à entrer dans les grands dossiers. On commencera par MRC. Une alliance qui pour certains sont comme été une alliance contre nature. Avant les élections, vous étiez très incisif à l'égard du professeur Maurice Kamto. Après la présidentielle, à votre sortie de Kondengui, vous redevenez encore plus incisif à l'égard du MRC. Qu'est-ce qui peut avoir justifié cette alliance, que c'est un juge contre nature avec le Mais moi, je ne comprends pas. Je comprends pas. Ok. Il y avait certainement, vous appelez ça alliance contre nature, non. Il y avait un certain nombre de choses que je reprochais au professeur Maurice Kamto avant. Qui se sont dissipés le temps de la présidentielle? Non, qui se sont dissipés légèrement avant. C'est-à-dire que je lui demandais de faire un effort pour retenir un peu ses troupes. Hein, ces gars qui étaient fougueux partout, ils insultaient tout le monde. Que vous jugez de talibans? Bon, disons que il y a quelques jours que je les juge de talibans. Et je réitère ce mot, hein. Donc, parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui disent qu'il fallait que je retire ce mot. Moi, je réitère ce mot. Des gens qui ne sont pas prêts à accepter la moindre critique, c'est des talibans. Des gens qui croient que c'est leur religion qui passe et rien d'autre, c'est des talibans. Donc, c'est des gens, un jour, vous êtes bien avec eux,
parce que vous soutenez Maurice Kamto, un autre jour, vous n'avez pas le droit de dire ce que vous pensez. Moi, on ne me prend pas dans ce type de fonctionnement. Je suis jeune, j'ai l'avenir devant moi. Qu'il me croit, vraiment, qu'il me croit, je ne suis pas prêt à me faire embrigader par ce type de menace de talibans, parce que j'estime que j'ai l'avenir devant moi. Ils ne peuvent pas voter, ça c'est leur problème. Mais moi, je suis quelqu'un qui sait se faire voter. Je serai voté dans mon coin. Et ça, quel que soit le président. C'est-à-dire que si vous me mettez à Penja ou à Njombe, ou alors dans les deux coins, vous amenez Obama à Penja, vous ajoutez à ça Bill Clinton, vous mettez Maurice Kamto, vous mettez Paul Biya, je les gagne. C'est-à-dire que, et ça, ce n'est pas loin, les gens vont le constater. Moi, je ne suis pas du genre à jouer avec mon électorat. Ah, l'amour qui est entre mon électorat et moi, c'est un amour de raison. Ce n'est pas un amour émotionnel. C'est un amour de raison. Pourquoi je vous parle d'amour de raison? J'ai fait des choses en Njombe Penja que personne ne fera d'ici 10 ans. Dans cette localité, il m'est arrivé d'offrir 100 motos pardon, aux gens qui souffrent, c'est-à-dire aux handicapés. Aux handicapés, j'achète 100 motos, je remets aux handicapés. Dans cette localité, j'ai donné 10 000 cartes nationales d'identité. Ce n'est pas parce que quand on viendra dire à quelqu'un demain, vous êtes candidat à Penja, allez challenger Paul Eric King, que la maman qui a reçu sa carte d'identité de moi va voter celui que Kamto a envoyé, celui qu'il ne connaît pas. J'ai donné à l'époque, j'ai donné près de 7000 sacs d'engrais aux associations de Njombe Penja. Et chaque année, je donnais des livres, des cahiers aux enfants. Je ne peux pas parler de si, je parle de presque tout. Donc alors, les gens pensent qu'ils peuvent venir me challenger en Njombe Penja, mais qu'ils essayent, qu'ils viennent. Vous avez été un maire efficace. Non, qu'ils viennent et ils vont se rendre compte. Parce que j'entends certains dire, oh, ben s'il veut son Njombe Penja, on va lui laisser. Mais je n'avais pas besoin d'aller en prison pour chercher Njombe Penja. Ça veut dire que je n'avais pas besoin d'une alliance avec Maurice Kamto pour gagner en Njombe Penja. Pour gagner en Njombe Penja, je n'ai pas besoin d'une alliance. S'ils veulent le tester, qu'ils viennent, ils verront. Mais ce serait simplement regrettable que nous entrions en conflit. Pour l'instant, je voudrais encore gérer cette affaire au niveau du sommet. Et j'attends la réaction du professeur Maurice Kamto. C'est seulement lorsqu'il n'aura pas réagi que je vais dire, bon, il est donc temps. Mais en attendant, je ne vais pas attendre qu'il réagisse pour aller sur le terrain. Mon parti, je voudrais le dire aux gens, investira les candidats sur l'ensemble du territoire camerounais. Dans les 360 communes. Parce que contrairement à ce que les gens pensent que j'ai demandé le Mungo seulement. Je vais investir les gens à Douala. Je vais investir les gens à Yaoundé. Je vais investir les gens partout où tous les partis seront. Et on va se partager ces voix. Si c'est ce que le MRC veut, nous irons. Mais sauf qu'en se partageant les voix, c'est le RDPC qui risque d'en sortir vainqueur. Or, ce n'est pas ça l'objectif. Lorsque nous signions notre alliance, l'objectif était que nous devions aller ensemble, aussi bien au présidentiel qu'au municipal et aux législatives. C'est ça que dit le contrat que j'ai signé et que Maurice Kamto a signé. Maintenant... Sans spécifier les circonscriptions. Non, on n'a pas besoin de spécifier. Dès que vous dites que nous sommes alliés pour l'élection municipale, l'élection présidentielle, l'élection législative, vous vous mettez ensemble et vous dites, ok, allons là-bas. Paul Eric, tu es fort où? Kamto, tu es fort où? On s'assoit et c'est comme ça qu'on fait. Et ils savent que je suis fort dans le Mungo. Ils le savent. Ce ne sera pas à moi de le leur dire. Ils savent ça. Je voudrais dire, et ça c'est très important, que c'est pas moi qui suis allé vers le professeur Kamto. C'est lui qui est venu vers moi. Et je ne suis pas sûr qu'il est venu vers moi en sachant que je suis faible. Mais ça veut donc dire que quelque chose ne va pas. Mais je sais qu'il est très très équilibré. Donc un homme équilibré ne peut pas s'être trompé. Il est venu vers moi parce qu'il savait que j'ai du répondant. Je suis autant populaire. J'ai d'ailleurs contribué à la grande popularité du professeur Maurice Kamto. Et ça, je voudrais vous dire, prenez tous les meetings du professeur Maurice Kamto avant mon alliance avec lui. C'est complètement différent de mes meetings avec lui quand nous sommes devenus alliés. Le public a doublé, la chaleur a augmenté,
pratiquement les meetings étaient électriques. Donc sur les 14% qu'il a... Donc, non, je dis, non, ne parlez pas de 14%, je ne suis pas là. Non, on peut vous concéder les 50%. Non, je vous interdis de parler de 14%. Parlons donc de victoire. De sa victoire, oui. On peut vous concéder 50%. Oui. Donc moi je dis que il faut que les militants du MRC, qui ne savent pas déchiffrer les codes politiques, cessent de passer le temps, cessent d'insulter l'allié de Maurice Kamto que je suis. Parce que ça montre même que si demain ils prennent le pouvoir, ils vont massacrer tous les Camerounais. Il faut qu'ils fassent très attention. On doit apprendre à être tolérant. On doit apprendre à laisser l'autre avoir son point de vue sans avoir besoin d'embrigader les gens à chanter le chant de Maurice Kamto. Je voudrais, il est important, non s'il vous plaît, il est important que je vous dise que dans 7 ans, j'aurai 59 ans. Mais dans 7 ans, Maurice Kamto aura 72 ans. Dans 7 ans, Penda Ikoka aura 75 ans. Vous comprenez? Ça veut dire que quel que soit les cas, que les gars du MRC le veuillent ou pas, je serai encore dans l'arène politique. Ils peuvent dire ce qu'ils ont à dire, c'est leur problème, ça n'engage que. Je les ai entendus dire que comme Zonga s'est rabattu, a fusionné avec le MRC, je dois le faire. Mais Zonga c'est un retraité politique. C'est un peu dur. Non, c'est pas dur. Zonga a 72 ans. Et Zonga a demandé qu'on se rabatte au MRC parce que Zonga sait que son parti n'existait plus. Vous avez un seul instant vu la dynamique faire un meeting quelque part ces 10 dernières années. Mais c'est pas la même chose que moi. Mais monsieur, je draine des foules. Je draine des foules au Cameroun. D'ailleurs, j'ai un meeting à Douala dans 3 semaines. Je peux vous rassurer que vous verrez à Douala au moins 10 000 à 20 000 personnes. Nous ne sommes pas nombreux à soulever les foules, à drainer les foules. Et ça mérite d'être respecté. Drainer les foules suppose... J'ai pas d'argent à partager aux gens. Hein. Ça veut dire que quand les gens viennent, c'est pas moi qui les appelle par l'argent. Je rappelle, juste une parenthèse pour avant de continuer, qu'on a été témoin de cette ferveur lors de votre sortie. Non, encore que là-bas, c'était pas préparé. Vous c'était improvisé. C'est d'ailleurs ça qui fait en fait le charme de cette adhésion. Donc, moi, il faut que les gens fassent très attention. Je suis politiquement solide. Et je suis encore au début de l'arène politique. Je suis encore au début. Donc on ne peut pas me comparer à quelqu'un dont la vie politique est déjà derrière. C'est-à-dire les gens, le responsable de la dynamique. Le responsable de la dynamique avait un parti qui ne fonctionnait pratiquement plus. Est-ce que c'est la même chose que moi qui suis encore en plein début du fonctionnement de mon parti? Je dis non, qui est encore plus jeune, qui a encore plus d'énergie, qui peut parcourir l'ensemble du territoire camerounais, qui peut soulever les masses. Mais les gens verront comment je vais soulever les masses à Douala, à Yaoundé et partout. Il faut donc que nos alliés fassent très attention, qu'ils gardent la tête froide et qu'ils cessent de penser que la popularité du président Kamto vient seulement de ses militants. Cette popularité actuelle, le MRC n'a jamais été autant populaire que ces 15 derniers mois. Parce que nous étions à côté du professeur Kamto. Ce n'est pas parce que le professeur Kamto était seul. Donc nous avons contribué à lui donner de la texture. Nous avons contribué à lui donner de l'épaisseur politique. Mais que je fasse l'objet des insultes des gars de Maurice Kamto, je dis que c'est une ingratitude que Dieu seul est capable de payer. Mais pour leur faire payer ça, s'ils essayent un seul instant, ils vont voir. Moi, je suis capable de faire briser tout ce rêve-là. Je suis prêt à briser ce rêve. Parce que finalement, on se demande pour qui même est-ce qu'on lutte. Est-ce que vraiment on lutte pour le peuple camerounais? À quoi cela sert-il de se sacrifier autant pour se faire insulter par des talibans qui n'ont aucun sens de la mesure? Parce que chez eux, tout ce qui les intéresse, c'est que tout le monde doit se plier en 4 devant le professeur Maurice Kamto. Je ne suis pas militant du MRC. Je n'étais qu'un allié ne suis qu'un allié de M. Maurice Kamto. Je ne suis pas du MRC. Je voudrais vous apprendre que je serai le dernier Camerounais entré au MRC lorsque tous les Camerounais seront morts. Pourtant, vous avez beaucoup de très grande estime. Vous qualifiez le professeur Kamto. J'ai une estime incommensurable pour le professeur Maurice Kamto. En lui-même, c'est un personnage bien,
un personnage à quelques éléments près, parce que ça, je dis, il y a un certain nombre de choses. La nature humaine elle-même n'est pas parfaite, mais ça n'empêche pas que j'ai du respect pour lui et que j'ai une très très haute idée de lui. Mais maintenant, ce qu'il doit faire, c'est de discipliner ces gens, discipliner ces militants, pour leur dire qu'on n'insulte pas un allié. Parce que s'il est ce qu'il est aujourd'hui, j'y ai contribué pendant ces 15 derniers mois. N'oubliez pas que j'ai pris les balles. Les balles, c'est moi qui prenais les balles du gouvernement ces 15 derniers mois, pendant que j'étais directeur de campagne. Moi, j'ai fait des conférences où j'ai insulté à Tangandji. Quand vous prenez sur vous de parler d'un Minat, comme moi je l'ai fait, quand vous prenez sur vous de prendre toutes ces balles et protéger votre candidat, comme je l'ai fait, pour que je sois un matin calomnié et insulté par les gens du MRC, ça pose forcément problème. Mais en tout cas, moi, je n'ai pas encore décidé, parce que le sommet n'a pas encore décidé. Il devra bien avoir une rencontre entre le professeur Kamto et moi avant ces prochaines semaines, pour que nous essayions de voir l'applicabilité du contrat que nous avons signé et qui est un contrat qui est consigné sur papier. Parce que si un seul instant, les gens du MRC continuent à penser que ce contrat n'existe pas, moi je vais le balancer sur la toile. Mais pour l'instant, en tant que responsable politique, je dis que ce n'est pas encore le moment pour moi de mettre ce contrat sur la toile. Parce que, voyez-vous, quand on veut devenir président de la République, la première des choses qu'on doit pouvoir faire, c'est de respecter ses engagements. Si vous ne pouvez pas respecter votre engagement, vous risquerez de ressembler à un simple boulanger, donc à un petit roublard. Parce que ça va projeter sur vous l'image de celui qui, une fois au sommet, va pousser l'escalier pour que les autres ne remontent pas, pour que les autres ne vous suivent pas. Et je ne veux pas avoir ce type d'image du professeur Maurice Kamto. Je continue à dire, j'ai beaucoup d'estime pour lui. Je sais que c'est un homme qui peut respecter ses engagements. J'attends qu'il les respecte. S'il ne les respecte pas, alors nous irons aux élections et on verra qui en sortira vainqueur. Alors, ce professeur Maurice Kamto que vous qualifiez de pape du droit, j'ai envie de vous demander pour le réclimer. Il y a beaucoup d'éloges faites comme ça par vous, les alliés, les autres militants, sur effectivement le curriculum vitae, le parcours du professeur Maurice Kamto. Mais est-ce que le long CV, est-ce que d'avoir un parcours aussi surqualifié, ça fait d'un homme politique un bon président? Je vous donne quelques exemples pour le réclimer. Le professeur Abdoulaye Wade, maître professeur Abdoulaye Wade. Deux agrégations, je pense. Le président Alpha Condé actuel qui est en train de faire tuer son peuple. Au-delà de l'Afrique, on peut parler de Laurent Fabius, agrégé de droit, agrégé d'économie, mais qui n'a pas réussi à apporter des réformes en France. Est-ce que être surdiplômé, ça peut faire de Maurice Kamto bon président? Non, 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 pas forcément. L'agrégation ne confère pas des qualités politiques. Hein, parce que la politique, c'est loin des amphis. Vous comprenez? Le professeur Kamto a beau avoir tous les diplômes, mais ça ne lui confère pas pour autant les qualités d'un bon président dans le futur. Mais je vous dis que c'est un personnage avec qui j'ai partagé 9 mois dans la même chambre. Et il est plein de qualités. De qualités humaines, au-delà. Non, d'abord de qualités intellectuelles, de qualités humaines, et même il a... je vais vous dire un peu, il est un peu, je vais dire, il est suffisamment soucieux des problèmes de la République du Cameroun. C'est-à-dire que sur 24 heures, quand on parle du Cameroun pendant 18 heures, vous comprenez? Ça montre qu'il tient le Cameroun à cœur. Mais maintenant, peut-il être un bon dirigeant? Ne sera-t-il pas happé par la soif du pouvoir, comme c'est le cas avec le président Alpha Condé? Je préfère ne pas encore répondre à cette question. Je reviendrai à cette question plus tard. J'apporterai ma réponse à cette question plus tard. Mais en tout cas, les Camerounais doivent d'abord retenir que c'est un personnage plein de qualités. Et donc, je pense que en dehors des autres points qui me semblent assez importants pour qu'il devienne un bon chef d'État, et des points que je veux soulever le moment venu, je crois qu'il a quand même, hein, je pense qu'il a ce qu'il faut. Les atouts. Et, oui, il a beaucoup d'atouts. Alors, j'ai envie de vous demander, 2025 c'est dans 6 ans, le temps passe très vite.
Et si arrivait un autre schisme entre vous, le professeur Kanto, comme ça commence déjà à être le cas avec ses militants, avec le MRC, à la veille de la présidentielle, on suppose que vous serez élu. Moi, je crois fermement en cela. Votre popularité ne souffre de rien en Djombe Pédia. Vous serez élu soit député, soit maire. Donc, éligible pour la présidentielle 2025. Qu'est-ce qui va se passer? L'alliance va... Non, je voudrais déjà dire aux Camerounais que notre alliance s'arrête après les municipales et les législatives. Hein. Nous ne sommes pas des bébés siamois. Hein, même les bébés siamois, on les Pourquoi je pose la question? Non, je vous ai dit que en 2025, le professeur Kanto a exactement 72 ans. En 72 ans, ce sera légitime que moi je lui dise qu'il est vieux. Parce que lui dit que Paul Biya est vieux maintenant. Il ne sera pas plus vieux que le président. Non, je veux dire que je lui rappellerai quand même qu'à 72 ans, on n'est pas jeune en tout cas. Il est âgé, oui. Non, donc ça c'est clair. Je vais être candidat si je vis. Si je suis vivant, s'il n'y a pas d'incident, s'il n'y a pas d'accident, je vais être candidat. Donc ça, je vous le dis d'office, il faut déjà vous le mettre. Donc rien ne m'oblige à être avec le professeur Kanto. Nous avons fait une alliance, n'est-ce pas, qui devait durer, qui allait des présidentielles aux municipales en passant par les législatives. On respecte d'abord cette partie du contrat. S'il faudra refaire un autre contrat plus tard, lorsqu'il aura 72 ans, on va voir, parce qu'en ce temps, j'aurai aussi eu 59 ans. Peut-être que ce qui est dans ma tête aujourd'hui n'est pas encore, ne sera pas la même chose lorsque j'aurai 59 ans. Laissons voir. Alors, quand on parle de cette alliance, c'est parce que ce reproche qui est toujours fait aux partis de l'opposition, c'est l'alliance contre le RDPC qui a une majorité obèse, qui a une quasi omniprésence sur l'ensemble du territoire du triangle national. Aller seul, c'est cette alliance qui vous a d'ailleurs permis d'engranger le score que vous avez engrangé officiel ou officieux. Si demain il y a un schisme encore entre vous, Pendaye Koka sera de son côté. Non, moi je ne souhaite pas ça. Moi, vraiment, il faut que les militants du MRC et le Camerounais, tous les Camerounais le comprennent. Mon problème n'est pas que vous pourrez demain demander un retour d'ascension pour ce canton, que lui aussi se mette à votre service, par exemple. Mais c'est ce que je dis. Voilà. Je dis que je commence déjà par lui demander le retour d'ascension maintenant aux municipales et aux législatives. J'ai beaucoup donné. Les Camerounais, un Camerounais qui dit que je n'ai rien donné est d'une malhonnêteté établie. J'ai tout donné. Je dis que je vais dire aux Camerounais que je suis le premier homme politique à avoir accepté au moment où tous les autres hommes politiques ne voulaient pas se rapprocher du professeur Kanto. Je suis le premier à avoir accepté de faire alliance avec lui. Le tout premier. Et d'ailleurs le seul. Le seul pourquoi? Parce que Pendaye Koka est président d'une association. Agir a dans son bureau 12 personnes. C'est-à-dire que sur le plan du vote, Pendaye Koka ne peut pas apporter à M. Kanto 5000 voix. Il ne peut pas. Puisqu'il est président d'une association. Tout à fait. Sur le plan, M. Zonga, vous avez constaté vous-même qu'il a fondu carrément dans le MRC. Donc le véritable allié de M. Kanto, c'est moi. Parce que pendant qu'il fait les foules de ce côté, moi je fais des foules de l'autre côté. Et en politique, c'est ça c'est très important. La politique, c'est pas seulement des bouts de papier et autres. La politique, c'est la popularité, c'est le terrain. Donc en réalité, au moment où Kanto avait besoin des alliés, je suis le premier à m'être levé pour aller, pour lui dire, allons-y, allons ensemble. Et Pendaye Koka est arrivé 7 jours après. Zonga est arrivé 10 jours après. Mais moi, j'ai pris sur moi. Alors que tout le monde me disait, mais qu'est-ce que tu vas même faire avec le monsieur là? J'ai dit non, attention, j'ai perçu quelque chose de positif chez lui. Il faut que je lui apporte mon concours. Il faut que je sois à ses côtés. J'ai décidé de le faire. Je me suis mis à ses côtés. Et les gens ont vu les lignes bouger. Parce que je me suis mis à ses côtés. Donc maintenant, que je fasse l'objet des tirs groupés de ces gars-là, moi je continue à dire que ce monde est terrible. Rappelons aux auditeurs que nous sommes sur Tribune Prestige. Les codes d'accès 671 59 68 10, 6 94 95 67 50 et le 243 59 43 18. Si vous nous prenez à l'instant, c'est Tribune Prestige 104.0 avec comme invité Prestige le tout premier de ce tout nouveau programme, Paul-Éric Ingé, ancien maire de Djombe Pédia, ancien allié toujours
du président Maurice Kamto et futur candidat aux législatives au municipal. Je voudrais maintenant, Paul Riquinet, qu'on parle d'une actualité qui fait beaucoup de malheur, qui crée beaucoup de douleur et qui fait couler beaucoup de sang au Cameroun, la crise du nord-ouest du sud-ouest, la crise anglophone. Alors, depuis 2016, le président de la République a fait beaucoup de concessions, beaucoup de gestes, en créant la Commission nationale de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, le Comité national de désarmement et de démobilisation, de réintégration, en libérant les prisonniers, les activistes de la crise anglophone. Il y a eu le grand dialogue et les résolutions qu'on connaît. Pourquoi la persistance de cette crise anglophone avec des crimes odieux qui sont commis? On pense à cette dame, Maya Ford, qui a été dépecée comme un vulgaire animal. Les forces de sécurité qu'on retrouve constamment, les têtes tranchées sur la route. Qu'est-ce qui justifie cette persistance? Comment vous analysez la dureté de cette crise dans le nord-ouest et le sud-ouest? Bon, disons que c'est une situation assez difficile pour tout le monde. Moi, je parlais déjà en 2017, le 15 janvier 2017, de cette crise sur Equinox TV. J'étais interrogé dessus, mais à cette époque, je demandais que le chef de l'État descende de son piédestal et qu'il aille discuter avec ces gens, qu'il discute un peu avec les anglophones. À l'époque, nous n'étions pas, il n'y avait pas encore d'armes. Il y avait des associations, des revendications, voilà. Parce que si vous regardez cette interview, je dis bien que si cette affaire-ci se durcit, ça va devenir plus compliqué à gérer. Mais comme dans notre pays, là, si vous n'êtes pas du RDPC au niveau le plus élevé, on ne vous entend pas, personne ne m'a suivi. On était à 2 mois du début de cette crise. Et regardez, aujourd'hui, nous sommes à 3000 morts, à plus de 3000 morts. On est à milliers de déplacés internes et tout ça. Maintenant, vous demandez qu'est-ce qu'il faut faire, pourquoi est-ce que c'est devenu dur? Mais c'est devenu dur parce que le pouvoir a l'oreille dure. Le pouvoir a l'oreille dure. Mais vous avez, le pouvoir a géré les Camerounais en saupoudrant pratiquement tout pendant des années. A dit qu'il suffit qu'on prenne Elvis Ngolé, on met là, on prend un autre Ngolé, on met là-bas, on tourne, on est en train de résoudre les problèmes des Camerounais. Il y a un Ngolé qui remplace un autre Ngolé. Le pouvoir s'est embrouillé dans ce type d'histoire. Or, le problème anglophone était un problème plus compliqué que ça. C'était un problème de mal vivre. C'était aussi un problème des gars qui étaient pratiquement marginalisés. Alors, quand vous êtes dans un pays et vous représentez 20% d'une population, on ne vous gère pas comme on gère les anglophones au Cameroun. Voyez-vous, tu l'as dit à Equinox, il y a 5 paliers de pouvoir au Cameroun. L'exécutif, francophone. Le législatif, francophone. Le judiciaire, francophone. Le conseil économique et social, francophone. La cour constitutionnelle, francophone. Comment entendez-vous gérer les gens qui font 20% de votre population en faisant de ce genre? Quelqu'un m'a dit, le Premier ministre. J'ai dit non, le Premier ministre est simplement le premier des ministres. Il n'est pas Premier ministre parce qu'il ne décide de rien. Il applique simplement la politique du gouvernement définie par le président de la République. Donc il faut que cela soit clair. Vous voulez gérer des gens, donnez-leur au moins l'illusion d'appartenir à un État. On est même allé jusqu'à souvent les juger des gens dans leur Ababenda et Aboya en français. Quand vous jugez une maman qui ne sait parler que pidgin en français et vous la condamnez, qu'est-ce qu'elle doit garder de vous? À la fin, il y a des frustrations et il y a des révoltes. Et ce qui s'est passé, c'est la révolte. Vous voyez que c'est pas en nommant Mafani Moussongue ou alors en donnant à Tanganji un poste de ministre que ça devrait changer quelque chose. Le mal est profond et il faut s'asseoir pour discuter de cette histoire. Maintenant, quand ça a commencé à chauffer et que ça s'est pratiquement enlisé, le gouvernement a pensé qu'il fallait rapidement créer les comités de ceci, comités de bilinguisme et machin. Je dis que le problème au Cameroun n'est pas le bilinguisme. Le problème, c'est les hommes qui sont mal gérés. Le problème, c'est les hommes qui sont stigmatisés. Le problème, c'est les hommes qui ne sont pas pris en compte dans la gestion quotidienne du Cameroun.
Pourquoi ne pouvez-vous pas donner le ministère des Finances à un anglophone? Pourquoi ne pouvez-vous pas donner le ministère des Forces armées à un anglophone? Mais ça aussi, tout ça est frustrant. Quand vous nommez tel, je sais pas dans quoi, Ngolé Elvis, au forêt, l'autre, je sais pas quoi. Mais écoutez, vous n'êtes pas en train de résoudre les problèmes du Cameroun. Si vous voulez prendre les gens au sérieux, dites aux anglophones, ministre des Forces armées, vous prenez un anglophone, vous le mettez aussi là. Ministre, secrétaire général de la présidence de la République, un anglophone. Ils ont envie de vivre ça aussi. Hein? Est-ce que ces nominations suffisent? Non, je ne parle pas seulement des nominations. Je vous ai dit que voilà au moins les préalables qui auraient pu peut-être donner l'illusion à ces gens, à nos frères, qu'ils appartiennent au Cameroun. Maintenant, au-delà de ça, les gars vous disent que tel que vous fonctionnez, donnez-nous le fédéralisme. Donnez-nous si vous ne nous donnez pas le fédéralisme, nous passons à la sécession. Alors, parlons de ce fédéralisme. Alors, aujourd'hui, les gens peuvent... dans ce fédéralisme? Non, peu importe. Est-ce une panacée? On a des pays qui sont des États ou des républiques fédérales, mais le développement n'est pas là. Les exemples sont légion. Le Nigeria à côté de nous. Le Nigeria est la première puissance économique d'Afrique, après l'Afrique du Sud et légèrement avant l'Afrique du Sud. Ça fluctue. Cette année, c'est le Nigeria, demain, c'est l'Afrique du Sud. Oui, mais vous pouvez donc pas dire ça. Non, mais ça, c'est un très mauvais exemple. Toujours est-il que non, c'est un mauvais exemple. Les cas de malgouvernance. Je vous ai dit, citez-moi un pays qui est... Citez-moi un seul pays. Citez-moi un seul pays. Sur le plan du développement humain au Nigeria, les inégalités il peut avoir des inégalités. Ce qui pose problème avec, c'est qui... On peut continuer dans les exemples pour le Venezuela, le Soudan du Sud, Bosnie-Herzégovine, le Pakistan... Mais le Soudan... L'Argentine qui va aux élections... Non, le Soudan du Sud ne vient que d'être indépendant, fédéral. Hein. Le Soudan... Oui, donc laissez le temps et vous verrez... Le Venezuela, c'est plus ancien. Non, le Venezuela n'est pas autant pauvre que le Cameroun. Ah bon? Ah non, pas du tout. Et ce qu'on observe là... Vous observez quoi? La crise qui se vit là-bas, c'est parce que tout le monde... Vous observez quoi? Mais il y a une crise politique. Parce que un soubassement économique. Non, le soubassement économique s'est accentué avec la crise économique, c'est tout. Est-ce que le fédéralisme viendra régler tous les problèmes? Non, on ne dit pas que le fédéralisme vient régler tous les problèmes. Quel modèle fédéral? La force du fédéralisme, c'est qu'elle donne le sentiment aux citoyens de chaque État fédéré que son développement dépend de lui. Voilà le problème. Et ces États peuvent donc travailler pour véritablement sortir de l'embourbement du régime fort et centralisé tel que nous le vivons au Cameroun. Vous savez que ici, pour qu'on vous paye même la retraite, vous devez partir de Bakingili pour ici. Qu'est-ce qu'un papa qui a travaillé toute sa vie vient faire à Yaoundé pour avoir sa pension retraite? Si la qualité de la gouvernance n'est pas au rendez-vous pour les Pardon? Ce fédéralisme aussi ne portera pas ses fruits. Pardon? Si la qualité de la gouvernance, la qualité des hommes... Non, je peux vous assurer que des États fédérés peuvent être assez développés loin du pouvoir central. Alors, je vous donne quelques... C'est-à-dire que si M. Biya est au pouvoir, ok, et qu'on dise par exemple que les Bamileke et les Douala et le Sud-Ouest se mettent ensemble là-bas, vous n'allez pas reconnaître leurs autres. Ils vont dire à M. Biya, reste là-bas au Cameroun, nous on va te montrer comment on dirige un pays. Et les gars vont développer leur localité. Voilà ce qui pose le problème. Donc M. Biya peut même être le moment venu le pire des dirigeants, mais les gars, les Bamileke, les Sawa et les gars du Sud-Ouest se mettront ensemble pour montrer à M. Biya comment on développe un pays. Alors, je vous donne mais ça c'est vrai pour les Sawa, c'est vrai pour les gars de l'Est qui peuvent dire nous avons notre bois, maintenant les richesses de notre bois, nous allons investir pour les routes, pour les écoles. Ils n'auront plus besoin que M. Biya vienne leur dire ce qu'il y a à faire. Or en ce moment, tout ce qui sort de la brousse de l'Est est centralisé à Yaoundé. C'est avec ça que les chefs de service donnent les bons de carburant à leurs petites copines. C'est avec ça que M. Biya se balade dans le monde entier, à chaque fois avec des Boeing 700, je ne sais pas quoi, et machin. Donc, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça, monsieur. Il faut permettre aux gens d'avoir entre leurs mains les clés de leur propre développement. On ne peut plus continuer à fonctionner avec des gens qui dilapident l'argent de tous les Camerounais sans qu'ils aient le moindre contrôle. Comment pouvez-vous expliquer que la présidence de la République n'est pas de contrôleur?
Vous avez dit un jour appris qu'on a fait l'audit à la présidence de la République. Là-bas, chacun porte sa mallette, il met les milliards. Belinga et Boutou marchent avec les mallettes partout. C'est chacun qui marche avec les mallettes là-bas. Et pendant ce temps, les gens meurent de famine. Non, les gens meurent de faim. Non, les gens meurent de faim. Non, bon, ok, les sols de faim. Mais qu'est-ce qui a changé là? Allez regarder comment les mallettes circulent là à la présidence de la République. Quelle est cette institution que personne ne peut auditer? C'est une accusation grave. Non. Quelle est cette... Est-ce que vous savez que le président de la République a exactement 1 milliard par semaine? 57 milliards l'année, effectivement. 1 milliard par semaine. Qu'est-ce que le président d'un pays fait avec 1 milliard par semaine? Est-ce que les Camerounais le savent? Il loue les jets privés. Non, mais est-ce qu'un président doit louer les jets privés, monsieur? 1 milliard par semaine. Il faut que les Camerounais le sachent. Que le président de la République, son bureau, a 1 milliard par semaine. C'est pas lui. Non, c'est lui. Non, c'est lui. Je dis, c'est lui. C'est lui. Qu'est-ce que ces attachés? Mais qu'est-ce que vous faites avec 57 milliards de francs par an? L'année a 52 semaines. Cela veut dire que c'est plus d'1 milliard 200 millions. Il y a une administration par semaine. Une administration qui consomme 1 milliard par semaine. Ne prenez pas les gens pour des salopards. Je vous ai dit que nous ne sommes pas des cancres. Et on ne sera jamais des cancres. Tant que vous prendrez les Camerounais comme de simples parpaings de remplissage pour la République du Cameroun, ils vous répondront un matin qu'ils sont des Camerounais à part entière, comme vous. Mais il faut dire aux Camerounais que le président Paul Biya et son cabinet ont exactement 1 milliard tous les 7 jours. Pendant ce temps, il y a des écoles où les enfants s'assiedent à même le sol. Donc il ne faut pas raconter des histoires aux gens, il faut informer les Camerounais de ce qui se passe dans ce pays. Alors moi, et maintenant, c'est tout ça qui amène les anglophones à dire, votre manière de gérer votre pays là, restez là-bas, donnez-nous le fédéralisme ou alors nous partons. Et les gars ont dit, si vous ne nous donnez rien, nous partons. Parce que ils ont attendu pendant 20 ans que la décentralisation qu'on vante tant aujourd'hui soit appliquée. Elle n'a jamais été appliquée. Si elle avait été appliquée, croyez-moi, peut-être que les choses seraient complètement différentes. C'est peut-être exagéré quand vous le dites pour un ancien maire. Vous dites que la décentralisation n'a pas été appliquée. Peut-être qu'elle n'a pas porté. Mais est-ce qu'elle a été appliquée? Vous savez que le Cameroun, en ce moment-ci, les affectations du budget pour la décentralisation tournent autour de 0,0 quelque chose. Hein? Et pour qu'on ressente la décentralisation dans un pays, il faut qu'au minimum 15% des richesses soient renvoyées aux communautés, aux collectivités territoriales décentralisées. Alors, c'est la question que j'allais vous poser. Est-il nécessaire aujourd'hui de changer la forme de l'État alors que c'est juste un problème d'une réforme qui n'est pas aboutie, qui est quand même appliquée, il faut le dire, parce que la décentralisation, c'est quand même une soixantaine de compétences, vous ne pouvez pas le nier, qui sont transférées. Nous sommes aujourd'hui à 49 milliards de dotations. C'est insuffisant, effectivement, parce que si on fait le ratio... 49 milliards sur 4800 milliards. Effectivement, c'est insuffisant. C'est à peine 1,1%. Est-ce que c'est pas là où il faut toucher? Non. Cette dotation au lieu de revoir complètement les la gars forme qui nous de l'État. dirigent, tant qu'ils seront au pouvoir, votre décentralisation, même si vous donnez 20%, cela ne se ressentirait pas. Vous savez qu'ils ont créé l'unicité des caisses qui à un moment donné, c'est-à-dire que tout ce que les communes encaissent à gauche et à droite se verse dans cette caisse-là. Et ils prennent cet argent quand ils veulent. C'est pour ça que vous allez trouver que les communes ne fonctionnent pas. Et si on accorde un fédéralisme... Le fédéralisme, vous ne pouvez pas arriver dans un État, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas venir prendre l'argent d'un État. Même si vous vous appelez Paul Biya, vous ne pouvez pas. C'est cet État qui gérera son argent. Je vous donne quelques clichés. C'est ça le problème. Je vous donne quelques clichés du fédéralisme. Donc, le fédéralisme à l'américaine, tel État valide l'homosexualité, tel État valide l'avortement. À côté de nous, au Nigeria, quelques États du Nord vivent sous le coup de la charia. Est-ce que ce modèle-là, ou encore, comme c'est le cas aux États-Unis, certains décrets signés par le président peuvent ne pas être applicables. Oui, mais c'est ça, c'est ce qu'il faut faire. Il faut laisser les gens, avec leurs conseils, je veux dire, avec leur assemblée, décider de leur avenir. C'est-à-dire que le littoral peut décider, demain, nous validons l'homosexualité, la région du Nord décide que nous validons la charia. Il peut avoir des lois sur les mœurs. Il peut avoir une loi nationale. Transversale. Oui, transversale, sur les mœurs. Il peut avoir ce type de loi. Mais tout le reste là, pour ce qui est de la gestion, de la vision, de l'applicabilité de ci ou de ça, on laisse le peuple en disposer comme il veut. Or, ce n'est pas le cas ici.
Ce n'est pas le cas au Cameroun. Quand bien même on a dit à un ministre, lâche ceci ou lâche cela au profit d'une commune, mais allez voir la guerre. C'est à peine si le maire peut engager quoi que ce soit. Quelle est même cette histoire que le maire engage un marché venant de tel ministère et on paye ailleurs? C'est quoi ça? Vous appelez ça la décentralisation? Monsieur, si vous voulez faire la vraie décentralisation, hein, permettez-moi de dire aux Camerounais, donnez 3 milliards chaque année à chaque commune. Ce serait une bonne solution au lieu de revoir la forme de l'État. Ce sera déjà quelque chose. Mais sauf que quand on dit donner, donnez vraiment. C'est-à-dire que ne dites pas aux maires, on va vous envoyer l'argent en février. Et puis entre-temps, vous prenez 2 jets privés pour aller vous soigner à Paris et machin. Non. Envoyez-leur les 3 milliards dès le début. Et qu'ils soient capables de décaisser ces 3 milliards. Maintenant, mettez les contrôles. Tel que pour que le maire sorte 1000 francs, il prouve d'abord ce qu'il a fait et on continue. Vous verrez que le Cameroun doit se développer. Il faut le dire aussi, les maires aussi, on leur parle. Non, vous mettez simplement les mécanismes de contrôle. Des mécanismes de contrôle, non, pas de dit seulement, mais de contrôle. C'est-à-dire qu'on dit au maire, vous voulez construire ça de classe? Oui. Commencez par la fondation, on sort l'argent de la fondation. Tant qu'on n'a pas encore réceptionné la fondation, il n'a pas la suite de l'argent. Mais dès qu'on a... comment je vais dire ça? On a évalué la fondation et on s'est rendu compte que, en réalité, l'argent qu'on a sorti correspond aux travaux qui ont été faits. On donne l'argent pour les élévations. Et au fur et à mesure, dans des budgets programmes. Ça permet qu'on suive le maire, que le maire ne sorte pas de l'argent n'importe comment. Et maintenant, il faudra ajouter à ça les comités de développement de chaque village, dans cette commission de réception. Parce qu'un comité de développement n'accepterait jamais être corrompu. Parce que si vous êtes corrompu, c'est votre village que vous avez vendu. Donc les comités de développement de chaque village doivent être impliqués dans cette commission de réception et de passation des marchés. En attendant ces réformes, c'est dans ce modèle de décentralisation que vous comptez repartir à la mairie de Njomé Pindia? Mais monsieur, moi je suis un businessman. Quand je rentre à la commune de Pindia, c'est pas pour attendre l'argent du FECOM. Pour faire le business? Non, c'est pour faire... Je remets... Apporter des financements. Parce que j'ai déjà un projet en tête, c'est de créer la première zone industrielle communale au Cameroun. C'est-à-dire que quand j'arrive là, je donne à ma commune 2 ou 3 usines. La première usine va transformer le manioc, le tapioca et comment vous appelez ça, l'amidon. Sans que ce ne soit un éléphant blanc comme un... Non, ça ne va pas être un éléphant blanc. Moi, je suis un homme d'affaires qui est avisé. Et là, nous allons mettre au moins un minimum, dès les 5 premières années, au minimum 10 000 hectares de culture de manioc. Et si je mets 10 000 hectares de culture de manioc, j'ai au moins 2000 femmes qui y travaillent. Pour produire, il y a encore 10 000 hectares, monsieur le maire. Il y en a 100 000. Il y en a 100 000. Il y en a plus de... Non, il y en a au moins 200 000. Ah bon? Oui. Mais c'est le maire qui vous parle. Je ne suis pas un vulgaire personnage. Ça rassure. C'est le maire de Njomé Pindia, l'ancien maire qui vous parle. Donc je sais de quoi je vous parle. Vous comprenez? Et vous pensez que cette fois, le pouvoir de Yaoundé, les préfets, les sous-préfets vous laisseront... Non, chaque fois qu'un préfet va vouloir parler, je passerai à la radio informer le peuple que voilà le préfet qui veut encore venir manger. Moi, je vais les mettre à nu. Avec le risque de vous retrouver... Non, je serai prêt à aller en prison. Moi, ça ne me fait rien. Aller en prison, ça pose des fois. Il faut bien que vous soyez présent. Non, je vais si aller... Vous y allez encore pour 8 ans. Au nom de mon peuple, je vais en prison, c'est pas un problème. Je prendrai à chaque fois le peuple à témoin. Vous savez que le combat politique aujourd'hui pour lequel il y a besoin d'avoir des leaders vivants, des leaders sur le terrain, que de les avoir en prison dans les tombes. Mais monsieur, Mandela a passé 27 ans en prison, je n'ai pas encore fait 27 ans de prison. J'ai fait 8 ans plus 9 mois. On dirait que c'est pas un peu... Non, je vous dis, j'ai fait 8 ans plus 9 mois. Donc c'est pas... J'ai encore 16 ans de prison à faire. Et moi, j'ai pas de problème. Si c'est au nom de mon peuple, je suis prêt à le faire. Parce que je suis prêt à donner ma vie pour mon peuple. Mais que vaut ma vie? Vous croyez que moi je fais ma politique pour moi-même? Si ce n'est que moi-même, moi je vis bien. Il faut que les gens le sachent. C'est-à-dire que j'ai les moyens qu'il faut pour vivre normalement dans ce pays. J'ai pas de problème par rapport à ça. Vous avez beaucoup sacrifié pour le peuple. Mais non, moi je continuerai à me sacrifier pour mon peuple. Parce qu'en réalité,
tant que je verrai ces inégalités, cette fracture sociale que je vois partout, ça, je serai toujours prêt à être du côté des plus faibles. Une petite curiosité pour les Riquiniens. Est-ce que les 2 milliards et poussières revendiqués à la PHP sont déjà payés depuis votre départ? Bon, disons que jusqu'ici, c'est pas encore payé. Donc c'est un combat que vous allez reprendre. C'est un combat que je reprends aussitôt le lendemain de mon élection. Avec tous les risques. Non, je vous ai dit que j'ai pas peur des risques. Mais l'un de vos bourreaux n'est pas là. Tant que je n'ai pas laissé... Écoutez, enfin, moi j'ai 2 problèmes dans ma localité. Le premier problème, c'est le salaire des employés. J'ai lutté, au moment où on m'arrêtait, les salaires étaient à 18 000. Aujourd'hui, ils sont à 64 000. Ok, ça veut dire que chaque ouvrier, parce qu'ils sont 7 000 chez moi, chaque ouvrier chez moi a ajouté un peu de tomate dans sa marmite. Et moi, pour moi, c'est un combat légèrement gagné. Mais tant que mes ouvriers de ma localité n'atteindront pas 100 000 francs de salaire, moi, je ne laisserai jamais ce combat. Premièrement. Deuxièmement, tant que la commune de Penja, ses impôts ne seront pas payés, je ne laisserai pas ce combat. Moi, tant que je n'ai pas laissé à cette commune tous ces impôts qu'elle mérite d'avoir, moi, pour les Riquiniens, je ne laisserai jamais ce combat. Ça pourra, le régime de M. Biya pourra me jeter en prison 40 fois, j'irai 40 fois en prison, j'en sortirai 40 fois. Parce que, croyez-moi, jamais je ne me satisferai de voir mes parents souffrir tel qu'ils souffrent, de voir les jeunes de chez moi chômer tel qu'ils chôment, jamais je ne me satisferai de ça. Moi, si je voulais me satisfaire de ça, il y a bien longtemps que j'aurais pris tout ce que le régime me propose pour me taire ou alors pour réparer les torts qu'on m'a causés. Mais j'ai dit non, je préfère être du côté des faibles. Je veux voir un ouvrier de Ndiombe Peña qui travaille avoir 100 000 francs de salaire. Là, au moins, je vais dormir en paix en sachant qu'il paye le loyer à 20 000 francs et il a 80 000, il peut envoyer ses enfants à l'école et lui-même peut s'offrir un peu de plaisir. Mais je peux vous rassurer, tant que je serai vivant, ce régime, je ne le laisserai pas tant que mon peuple n'aura pas au minimum 100 000 francs de salaire en Ndiombe Peña et tant que la commune de Ndiombe Peña ne recouvrira pas tous ces impôts. Parce que ce sont ces impôts qui permettent aux maires de développer, ce sont ces impôts qui permettent aux maires d'améliorer les conditions de vie des populations. Je serai toujours du côté des pauvres paroles de Paul Riquinier, président du MPCN et ancien maire de Ndiombe Peña, allié politique de Maurice Kamto. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Soleil FM 104.0. Nous vous rappelons les codes d'accès 671 59 68 10, 694 95 67 50 243 59 43 18. On se prend une légère respiration musicale et on revient.